Bonjour Vincent Boulet. Vous avez participé au numéro 417 de La Pensée dans le dossier s'appelle Turbulence européenne et l'article s'appelle Évolution politique en Europe, danger. Euh, donc, comme d'habitude, trois questions à un auteur. La première, votre article dresse un panorama des forces politiques dans l'Union européenne. Vous montrez d'abord l'implantation de l'extrême droite au Parlement européen. Qu'en est-il? Oui, merci Stéphane. Effectivement, à travers l'article, j'ai essayé de démontrer à travers quelques exemples de situations nationales et de situations politiques, quelques grands éléments de la crise politique européenne et des dangers qu'elle fait porter sur les peuples européens et sur une perspective de progrès social-démocratique en Europe. Donc, la question de l'essor de l'extrême droite est évidemment au cœur du sujet, comme elle est aussi au cœur de la campagne électorale. Dans l'article, j'ai essayé de démontrer comment, sur une évolution des 10-20 dernières années, l'extrême droite, par un certain nombre de compromis qu'elle passe avec le capital, est en mesure de peser sur, des gouvernements européens, même à être au pouvoir dans un certain nombre de pays européens et à travers cela, l'Italie, sert de laboratoire, pour quelque chose qui pourrait être malheureusement, plus, vaste et plus large en Europe. Et aussi cette évolution qui rencontre, une autre évolution qui est celle d'une partie du capital européen, d'une partie, de la bourgeoisie européenne qui, cherche une solution autoritaire, bonapartiste, à la crise. Donc l'essor de l'extrême droite en Europe se situe à la conjonction, de, ces 2 évolutions et on a 2 exemples de ça. L'exemple italien, j'en ai parlé, qui est en réalité l'aboutissement d'une évolution sur plusieurs décennies, hein. Ça avait commencé, dès Berlusconi, et on voit aujourd'hui à quel point le gouvernement italien est aujourd'hui aussi en mesure de peser sur les politiques, européennes. On le voit notamment sur les politiques migratoires et sur également une seconde évolution qui reste peut-être à confirmer, mais en tout cas, il y a des ouvertures très nettes qui ont été, réitérées par Ursula von der Leyen d'ailleurs récemment, d'alliances futures au Parlement européen, donc d'après les élections, entre le groupe conservateur européen, donc le Parti populaire européen, et l'extrême droite ou une partie de l'extrême droite, notamment avec le groupe d'extrême droite européen qui regroupe les partis d'extrême droite qui sont en situation d'arriver au pouvoir ou de peser sur le pouvoir ou qui sont déjà au gouvernement. Voilà, donc ça résume et ça illustre en fait à la fois les évolutions politiques à l'intérieur de la droite européenne et de l'extrême droite européenne, mais aussi les dangers, de la situation actuelle. Vous montrez aussi que les évolutions du capitalisme pèsent aussi bien sur les politiques à l'est de l'Europe que sur la social-démocratie. Oui, évidemment, les évolutions du capitalisme, influent sur les évolutions politiques. On le voit, dans la période actuelle, avec une conjonction entre, le retour des politiques austéritaires et l'économie de guerre, les 2 faisant un ensemble, d'attaques globales, de la part des bourgeoisies européennes, contre les peuples. Là encore, il s'agit d'un aboutissement politique, d'une évolution sur une plus longue période, et notamment, je pense qu'il faut qu'on regarde de plus près à quel point, les pays d'Europe de l'Est ou les gouvernements des pays d'Europe de l'Est, pris globalement, hein, il y a des exceptions et cetera, mais pris globalement, ont là encore servi de laboratoire. C'est-à-dire, de par la restauration capitaliste, des années 90 sur le mode, d'un néolibéralisme, d'un ultralibéralisme extrêmement violent, sur une politique affirmée, atlantiste, c'est-à-dire, de considérer les États-Unis comme étant le seul parapluie sécuritaire et donc
également que leur seul parapluie sécuritaire serait le bras armé des États-Unis, c'est-à-dire l'OTAN. Et le troisième pilier de ces politiques-là, c'est de déconsidérer, de détruire toute perspective progressiste d'émancipation. Et donc, ces politiques-là ont évidemment influé sur les rapports de force politiques généraux qui s'exercent à l'intérieur de l'Union européenne, sur plusieurs familles européennes, familles politiques, mais également sur les politiques européennes prises globalement. Et d'ailleurs, le discours qu'Emmanuel Macron a tenu à Bratislava il y a maintenant un an, en disant que les pays d'Europe de l'Est montraient un petit peu la voie, j'allais dire, d'un futur politique européen. C'est extrêmement inquiétant et ça montre aussi à quel point ces politiques-là pèsent sur les rapports de force en Europe et influent sur l'ensemble des classes dirigeantes européennes. Et on en voit les résultats aujourd'hui où un certain nombre de gouvernements sont en mesure de peser sur les politiques européennes, notamment le gouvernement polonais, que ce soit le gouvernement d'extrême droite précédent ou le gouvernement libéral, atlantiste, conservateur qui lui a succédé suite aux dernières élections, mais qui se met au cœur en fait des recompositions, des évolutions politiques en Europe. Et enfin, votre article dresse un panorama des forces de gauche en Europe. Alors, on ira en détail, mais les grandes lignes. Oui, alors les grandes lignes, peut-être deux éléments. Euh, je pense qu'on arrive à une fin de cycle dans la gauche, on va dire la gauche de transformation sociale, pour l'appeler comme ça, en Europe. Euh, la fin d'un cycle qui a été marqué par un certain nombre de mobilisations très importantes hein, contre l'austérité dans les années 2010. Et cette fin de cycle a été marquée par plusieurs échecs et plusieurs défaites, par exemple la défaite en Grèce, et c'est aussi marqué par l'échec d'un certain nombre de courants politiques qui ont émergé lors de cette période, notamment du côté du populisme de gauche. Et on voit l'évolution, par exemple, politique en Espagne qui en est l'illustration. Donc, ça pose une question, évidemment, pour l'ensemble de la gauche européenne, qui est sur quelle base reconstruire la gauche, notamment autour des questions sociales. Euh, si on regarde et j'ai essayé de le faire, non pas pour, dresser ce qui pourrait être le portrait d'une gauche de demain, à l'échelle européenne, mais en tout cas de regarder plus modestement, les partis de gauche qui, j'allais dire, s'en sortent, aujourd'hui parce qu'il y a des partis de gauche qui sont en progression, que ce soit en Irlande avec le Sinn Féin, que ce soit en Belgique avec le PTB ou même, dans une moindre mesure, mais quand même, avec le Parti communiste d'Autriche. Bon. À travers les thèmes portés, évidemment, à chaque fois dans des contextes nationaux très particuliers. Donc il ne s'agit pas de dresser des généralités un peu abusives, mais de regarder quand même que ces partis, chacun leur manière, essayent de répondre justement à la question dont on peut articuler la question sociale et à des questions démocratiques, essaye de, en tout cas repose la question de la manière dont on peut constituer des majorités sociales et politiques dans les pays concernés. Et enfin aussi répondent chacun à leur manière, notamment pour ce qui est de l'Irlande et la Belgique, aussi à une certaine crise des nations en Europe. Donc, à travers tous ces éléments-là, on peut peut-être redresser quelques pistes de réflexion qui pourraient être apportées à l'ensemble de la gauche européenne, justement pour ouvrir un nouveau cycle. Merci Vincent. Je rappelle que cet article ainsi que tout le dossier, on peut se le procurer soit en le commandant sur le site de la Fondation Gabriel Péry pour la version imprimée, soit sur Cairn en français, mais aussi, c'est la nouveauté, en anglais et en espagnol pour ce dossier, puisqu'il a été traduit bénévolement par des traducteurs militants que l'on remercie. Merci Vincent et bonne lecture à Merci tous. beaucoup.